Belle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons le tout premier livre, La défaite des larmes d'Hervé Accam, qui est une œuvre poignante qui explore les cicatrices invisibles laissées par la douleur, l'injustice et la résilience humaine. Le titre et la couverture suggèrent une démarche introspective et sociale, probablement entrée dans des réalités africaines contemporaines. Dans ce récit, Hervé Accam semble s'attaquer à la symbolique des larmes comme langage universel de la souffrance, mais aussi, ou plutôt, au lieu de s'y abandonner, il propose une traversée, celle d'individus ou de communautés qui refusent de se laisser définir par la douleur. Le livre pourrait suivre des trajectoires de femmes, d'enfants ou même de figures marginalisées, confrontées à des violences physiques ou morales, mais qui trouvent dans la parole, l'écriture ou l'action sociale une forme de victoire. Le titre en lui-même suggère que les larmes, loin d'être un signe de faiblesse, deviennent un terrain de lutte. On peut imaginer qu'une narration entre témoignages, poésie et critique sociale, où chaque larme versée devient une revendication, une mémoire, une résistance. Il est avec nous, Hervé Accam, comme on le sait très bien, est un habitué de ce studio, lui qui est historien des mentalités et même des sensibilités. C'est un chercheur à la fondation Biben Ella à Avembe. Yekombo par Sam Lima. Il ouvre notamment un chantier peu connu sur l'ontologie des larmes de l'Afrique à l'heure de la mondialisation. Hervé Accam, bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bonjour Jean-Jacques, bonjour aux techniciens, bonjour à toute la famille Royal FM. Bonjour aussi, j'ai eu des poissons qu'il y a quelqu'un qui fait son anniversaire, là j'en profite aussi. Oui, ma Palazita. Ah ok, d'accord. Oui. Elle a un an de plus. Voilà, et c'était un anniversaire surprise. Hein, voilà. Bon. Joyeux anniversaire à ma Pala. Bonjour à tout le monde, j'espère que j'ai oublié personne. Certainement. Alors, vous venez nous proposer, on va dire presque en exclusivité, ce livre. Il n'y a pas encore eu de dédicace, mais vous avez souhaité que ce soit la première pour Royal FM. Tout à fait. La défaite des larmes. Pourquoi ce titre, La défaite des larmes? Est-ce une provocation, une promesse ou une confession? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire au sujet de ce livre? En réalité, ce livre-là, je l'ai... pourquoi j'ai voulu l'écrire là? J'ai voulu l'écrire tout simplement parce que je me suis rappelé un peu lorsque le footballeur Eto'o a été élu président d'Africa Foot. Oui. Alors il y a eu deux images qui m'ont vraiment impressionné. La première image, c'était le rire. Vous savez, quand il a appris quand on a annoncé les résultats. C'était très joyeux. Oui, il était très joyeux, oui. très content. Et puis après, il y a une autre image, la deuxième image qui m'a aussi impressionné, c'était un peu les pleurs, les larmes. Alors je me suis dit, mais ça ressemble un peu à l'Afrique. C'est ce qu'on appelle un peu, en histoire des mentalités, des sensibilités, l'apparition dans la disparition. C'est-à-dire quelque chose qui apparaît, avec, bien entendu, cette disparition, c'est-à-dire tous ces problèmes auxquels l'Afrique est confrontée pratiquement depuis le début de l'esclavage. Alors donc, c'est ça un peu, c'est-à-dire, on a l'impression que quand on est content, c'est juste une apparition. Mais maintenant, les lourdeurs un peu de la vie, et des périls, des problèmes de la perte, la disparition, etc. Effectivement, on les cumule depuis pratiquement le début, le choc avec l'Occident. Oui. Et donc c'est cette image aussi qui m'a frappé. Effectivement, ça correspond, quand on regarde très bien l'Afrique aujourd'hui, comme historien des mentalités et des sensibilités, ça correspond un peu à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, on est content pour un moment, mais dans le long, ce qu'on appelle un peu l'histoire du long cours, oui, ou l'histoire de la longue durée, effectivement, on a des problèmes avec notre environnement. Est-ce qu'on s'est adapté? Ça pose encore des problèmes. Donc, il faut dire que le problème un peu de ce livre. C'est à partir de ce moment-là où vous dites que le livre a notamment raison ou droit d'exister. Bien entendu, vous savez, il y a que, quand on observe très bien l'étude des larmes,
il y a très peu d'historiens africains qui ont travaillé là-dessus. Très, très peu. Il n'y en a même pas. Alors, vous avez quelques Européens, des grands philosophes, là, Roland Barthes, Deleuze, là, les seuls qui ont travaillé. Alors, moi, je me suis dit, bon, mon Dieu, voilà un chantier complètement inexploré. Inexploré. Alors, il faut que j'explore ce chantier-là pour expliquer que les Africains comprennent qu'à travers les larmes, leur civilisation leur est comptée. C'est-à-dire, quand vous pleurez, c'est ce qu'on appelle un peu l'herméneutique des larmes. C'est-à-dire, on peut expliquer à partir des larmes quel type de civilisation quel type de civilisation on va droit. Si c'est ce que j'appelle un peu un peuple en larmes qui devient un peuple armé, ou alors c'est un peuple docile, effectivement, qui n'a rien à proposer à la mondialisation. Alors donc il fallait un peu réfléchir un peu sur ce type de larmes, et dans les catégories de larmes, bien entendu. Alors donc c'est pourquoi il fallait, quand vous avez lu là, il fallait analyser les larmes par communauté, chez les Bamileke, chez les Douala, chez les Écans, etc. Et leur signifiance, c'est-à-dire à quoi peuvent aboutir ces larmes quand elles sont balancées sur la place publique. Et bien entendu, il fallait aussi étudier un peu ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire, vous savez... qui n'est pas nécessairement une fatalité. Bien entendu, ce n'est pas une fatalité, dans la mesure où, comme disent les Africains, un poète sénégalais qui disait que les morts ne sont jamais morts. Alors donc, il fallait étudier un peu tout ça pour montrer un peu la dimension historique et ce qu'on appelle, bien entendu, ce que j'ai appelé l'ontologie des pleurs. Alors, il y a eu 11 chapitres. Est-ce qu'il y avait un calcul bien pensé, 11 joueurs de football, ou bien on est bien loin du compte? Disons, à la vérité, je voulais faire autour de 10 chapitres. Oui. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement une abondance de concepts qu'il fallait définir. Et qu'il fallait explorer, et qu'il fallait en plus expliquer. Alors j'ai été confronté un peu à cette passe d'informations, parce qu'en réalité c'est ça, puisqu'il fallait partir un peu du choc avec l'Occident. Les pleurs dans la religion chrétienne, vous savez, quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé depuis, enfin, quand on lit la Bible, vous voyez comment Jésus pleure sur le corps de Jérémie, comment Pierre, après avoir trahi Jésus, pleure aussi. Comme une sorte de reniement, comme une sorte de repentir aussi. Alors donc il fallait un peu voir un peu, et on le voit aujourd'hui dans la chrétienté, quand, si vous observez ce qui se passe un peu dans les religions, dans les églises réveillées, même dans les églises classiques, où les pleurs sont devenus, c'est-à-dire on les appréhende dans la manière où Jésus les appréhendait il y a plus de 2000 ans. Et donc ce sont ces pleurs-là qui se répètent, et qui, bien entendu, reviennent sur la place avec des univers pratiquement différents. Et donc, je crois que c'est ça qui était très intéressant à rediscuter et à transmettre. Et puis, il faut voir que, vous savez, quand vous faites un peu d'histoire des mentalités et des sensibilités, vous avez plusieurs sites d'observation qu'il faut observer. Vous avez, par exemple, les pleurs au lit du mort, c'est-à-dire à l'hôpital, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne meurent plus à la maison comme ça se passait à l'époque. Les gens meurent beaucoup plus. 90% des gens meurent à l'hôpital. Donc, il fallait observer ces pleurs à l'hôpital. Ça, c'est le premier site. Le deuxième site, c'était ce que j'appelle aussi la morgue. C'est pas les chants de pleurs qu'on a dans les morgues. Surtout qu'il y a une sorte de police des larmes à la morgue, parce que souvent, par exemple à Douala ou à Yaoundé, c'est au quartier chez les militaires, et donc les gens se retiennent un peu en réalité, on geint. Et c'est pas vraiment les pleurs de manière surabondante là, qui tombent un peu sur le corps. Et puis vous avez un peu ce qu'on appelle un peu le transport des corps. Alors, c'est tout un voyage. Quand on observe un peu les gens qui sont un peu habitués à la littérature de la diaspora, les littératures diasporiques, quand on regarde un peu la manière dont nos ancêtres, effectivement, les ancêtres proches, les Afro-Américains qui sont partis en bateau, etc., c'était bien d'étudier un peu les pleurs. Alors, j'ai essayé d'étudier un peu ces pleurs à travers la littérature et les transmettre, maintenant, trouver des concepts pour expliquer un peu ces pleurs de notre diaspora, enfin de nos ancêtres, aller aux États-Unis pour l'esclavage, etc. Et c'est là où, effectivement, ce qui m'a fait le plus plaisir, et c'est une découverte que j'ai faite dans mes recherches, c'était un peu ce que j'appelle un peu la mélancolie des pleurs.
Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé un peu sur la mélancolie. Et j'ai vu un peu la justesse de ce travail et le bien fondé de ce travail, parce que c'est cette mélancolie en captivité, effectivement, qui redonne ce génie, effectivement, que les Noirs américains ont produit aux États-Unis quand ils sont arrivés sur la canne à sucre. Là, c'est eux qui inventent tout ce qui est lié à la canne à sucre, à l'arachide, aux cacahuètes, etc. C'est eux, même quand vous voyez ce qu'ils appellent aux États-Unis les escape fires, tous fire, c'est-à-dire par où on s'échappe quand vous avez un incendie. Alors c'est tout ce génie, effectivement, qui est né de la mélancolie des larmes. Et ça, il fallait le comprendre. Ça veut dire que quand on est en Afrique, la plupart des gens qui ont été en captivité, quand on regarde par exemple ce qui s'est passé sur le travail, les corvées, pendant la colonisation allemande, sur le pont du côté des Écas, il y a un pont où on allait chercher ces gens-là. Alors, comment travaillaient-ils? Quelle type de larmes coulaient? C'était effectivement des larmes de mélancolie. Oui. Il y a plusieurs types de larmes et on peut le voir à travers la dynamique des différents chapitres. On parle de l'imitation des larmes, l'indépendance chacha. Là, tout à l'heure, vous avez notamment évoqué ces indépendances factices ou de façade. Il y avait également les pleurs du mal. Tout cela continue à travers les larmes. Où sont passées les larmes de nos ancêtres? Est-ce qu'on a suffisamment pleuré nos ancêtres? Autant de questions. Les larmes de l'indépendance et les larmes souveraines, c'est quelquefois des personnes, des martyrs et quelquefois partis. Sont-ils suffisamment honorés aujourd'hui? Autant de questions. Le transport des larmes, le retour d'école, le retour aux larmes, les fleurs et larmes sur le tombeau. Mais la vérité, c'est qu'il y avait à Cam. Il se trouve que quelquefois, on a toujours perçu les larmes comme étant une forme de vulnérabilité. Mais vous, dans votre ouvrage, vous percevez les larmes peut-être comme un signe inverse. Que cherchez-vous à dire sur la vulnérabilité? Alors, ce qu'il faut comprendre, parce qu'il faut faire la différence entre la vulnérabilité et la fragilité. Oui. Alors, les larmes, en réalité, quand on regarde un peu le temps des indépendances, avec tout ce qui est le maquis, etc., alors, ces larmes avaient ce que je répète dans le livre, ils avaient un sens national, parce que les gens, je disais qu'ils se battaient un peu pour la patrie, pour l'indépendance, etc. Ça s'est vu tout le long un peu de ces luttes entre les années 60 et jusqu'aux années 70, où ça s'est pratiquement arrêté. Donc ces larmes avaient un sens national. Alors, aujourd'hui, quand même, on observe que ces larmes n'ont plus pratiquement la même traduction. C'est-à-dire que ce n'est plus... on s'y débat à travers comment trouver ces larmes. Et ces larmes, on les retrouve maintenant un peu dans la douleur, un peu des crises économiques, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à travers le problème lié au chômage, à l'injustice, aux fragilités. On se rend bien compte que les larmes, il y a une sorte de détournement un peu des larmes, c'est-à-dire ces larmes qui coulaient sur nos joues, parce que quand on regarde un peu, les larmes ne coulent pas sur la poitrine, c'est cet espace qui est le visage, les yeux, etc., ou effectivement qui ne coule pas parce qu'il y a une sorte de nécessité biologique. En réalité, c'est parce qu'effectivement, c'est lié à la perte, à la disparition. Et cette disparition, elle est ancrée un peu dans l'univers un peu de l'Afrique, hein, que cette Afrique dont on parle depuis très longtemps, quand elle naît, en même temps, il y a ces risques, hein, comment on dit ça, de sorte de surabondance lacrymale, c'est-à-dire où on pleure tout le temps. Et c'est ça un peu. Alors, ce n'est pas seulement les pleurs, parce que je parle un peu, parce que les gens confondent souvent les problèmes de fragilité. Par exemple, la fragilité, ça vient quand vous coupez des oignons, hein, vous avez des irritations dans des yeux, vous pleurez, mais c'est pas de la vulnérabilité. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus la fragilité là, quand vous découpez des oignons, et ces oignons, effectivement, font en sorte que vous pleurez. Oui. Alors, donc, c'est un peu ça. Cette vulnérabilité, et cette vulnérabilité, quand on la comprend très bien, parce qu'il faut bien la comprendre, cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité, les larmes ont un sexe dans la vulnérabilité. Quand on observe un peu par exemple, moi j'ai pris l'exemple chez les Bamileke, quand on observe un peu la manière de pleurer des Bamileke, dans la catégorie des pleurs, vous voyez qu'il y a une place des larmes. Parce que les femmes sont là pour pleurer. C'est pas des gorgones comme on voit dans l'Antiquité romaine où effectivement on payait des gens pour aller pleurer, ou comme on a vu des images il n'y a pas très longtemps en Côte d'Ivoire où on paye les femmes pour aller pleurer. Des pleureuses. Ouais, des pleureuses. Ouais. Alors, c'est une profession. C'est une profession aussi de nos jours. Et bien ça date aussi d'Antiquité romaine. Alors Hervé Akam, je vous retire la parole 2 secondes, le temps de la publicité.
Cool offre 2025 bourses scolaires. Jusqu'à 2 millions de francs CFA, des laptops, des MiFi avec 9 mois de connexion Internet offert et 1 an de chat GPT+, à gagner chaque semaine. Rejoins le secteur Yamo au étoile 220 dièse, postule sur yamo.mtn.cm ou paye par Momo à partir de 5 Alors, merci d'écouter la radio sur les 88.4, c'est le point littéraire, c'est la première partie. Avec Hervé Akam, on parle de son ouvrage, La défaite des larmes. Alors, Hervé Akam, pour revenir, comment vous pensez que la littérature peut participer à la guérison sociale? Alors, moi, je pense une chose, en réalité, ça dépend des thèmes. Quand vous avez des termes, des sujets du genre de vaudeville ou harlequin, où on parle un peu d'amour un peu superficiel. Bon, alors, ça ne... Pour le cas d'espèce, pour les pleurs, un sujet comme celui-là, apparemment, il participe quand même d'une certaine guérison en ce qui concerne les pleurs qui ont été versés, peut-être pas suffisamment. Oui, alors, les pleurs, bien entendu, on dit souvent que les pleurs suffisent quand même pour, disons, contrôler les émotions. Oui, contrôler les émotions. Parce que vous savez, souvent dans des situations un peu difficiles, moi je par exemple, dans des sites que j'ai observés, souvent des gens quand ils pleurent, ils se vautrent par terre, ils s'enroulent, etc. Et donc l'exemple que je prenais tout à l'heure, là, sur les Bamileke, là, quand ils pleurent, vous voyez les femmes, effectivement, qui font pratiquement, comme c'est les Juifs, parce que les Juifs, effectivement, quand ils pleurent, on s'arrache les habits. Et quand on regarde même la télé avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, la manière dont les Arabes crient, parce que c'est ça l'habitude, quand on pleure, on crie fort. Alors, donc, il y a des traditions de pleurs qui n'ont rien à voir avec nos traditions de pleurs. Et nos traditions de pleurs, par exemple, chez les Bamileke, comme je dis, les femmes se retrouvent et pleurent. Les hommes, les femmes se retirent un peu. Pardon, les hommes se retirent pour aller, effectivement, se ressourcer, manger, etc. Et ces hommes reviennent à la place des pleurs. Ça montre un peu la dimension du masque, un peu, chez les Bamileke. C'est-à-dire l'ambivalence, c'est-à-dire la transgression entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, on peut être femme, on peut être homme en même temps. Comme ça, c'est les pleurs. Et chez les écans, par exemple, quand j'étudie un peu la mort, les larmes chez les écans, vous avez une sorte, c'est ce qu'on appelle un peu la mobilité, là. Quand il y a eu cette fameuse légende, là, qui dit que les écans ont traversé la Sanaga pour se répandre dans un bassin. Sur un énorme serpent. C'est un énorme serpent. Alors, donc, en réalité, tout cet espace de mobilité a été possible, quoi. Parce que, vous savez, quand vous pleurez quelqu'un, il faut aussi qu'à votre tour, la personne vienne vous pleurer. Donc, il y a ça, c'est-à-dire, donc ça fait une mobilité, c'est-à-dire que les gens peuvent s'installer dans un coin, parce que vous l'avez pleuré. Et donc, ça crée une sorte d'hospitalité. Ce qui explique un peu l'hospitalité, c'est ces gens-là, du fait de ces mobilités sur des longues étendues, parce qu'effectivement, ces gens se déplacer pour aller pleurer l'autre. Et il y a une phrase du ministre là que j'ai trouvé très juste, ministre Atangadi, qui disait attention, il ne faut pas pleurer plus que l'autre. On devrait pleurer dans la maison et pas à l'extérieur. Bon, pas ça vraiment. Pas ce franchement en tout cas. Oui, non, et pas ça. Il disait que tu ne peux pas aller dans un deuil et pleurer plus que l'autre. Oui, parce qu'effectivement, quand vous pleurez, on laisse le tour à l'autre de pleurer. C'est-à-dire c'est un problème de tour. C'est-à-dire dès que vous avez pleuré, et ça c'est une tradition bantou, les pleurs. Au deuil, quand vous pleurez, laissez la place aussi à l'autre. Pour les autres. Pour les autres. Et les autres, d'où le problème un peu quand on remet ça dans la politique, c'est-à-dire on transpose ces pleurs dans la politique. Ça fait effectivement ce que j'ai étudié là avec ce que j'ai trouvé une coïncidence avec ce que disait Joseph Ouna lorsqu'il disait que si vous voulez vraiment une république stable, c'est bien qu'on ait des tours. Parce que ça correspond aux pleurs. Oui. Les tours correspondent, c'est-à-dire, quand vous pleurez, ça veut dire que c'est votre tour de pleurer. Et quand vous le transposez en politique, ça veut dire qu'attention, si vous avez 1000 communautés, ces communautés doivent avoir son tour. Le management de la cité
Et donc, c'est comme ça qu'il faut traduire un peu. Donc, j'ai utilisé un peu les termes du constitutionnaliste qui était Joseph Ogbonna pour expliquer un peu cette affaire. C'est-à-dire qu'à partir de la mort, à partir des pleurs, on peut faire des tours. Alors, quel serait le meilleur retour du lecteur de votre ouvrage, La défaite des larmes? Alors, moi, je crois que ce qu'il faut comprendre, ce qui est le plus important, ce sont un peu ces aspects de la découverte que j'ai pu faire, notamment quand je découvre effectivement que le matriarcat est de retour. Vous savez, quand on observe un peu la scène, la mort et des larmes depuis 1914, c'est-à-dire avec les Allemands, plus tard avec les Français. Vous savez, les Français ont aboli pratiquement le matriarcat, puisque quand on regarde un peu les actes de naissance de nos parents, par exemple, mon père, quand il naît, il s'appelle Akama Mbanda. Mbanda, c'est le nom de sa mère. Mais après la colonisation, quand le matriarcat a été aboli, mon père a commencé à s'appeler Akamefa. Akamefa, c'est-à-dire le nom, effectivement, de son père. Oui. Ça veut dire qu'on a commencé à rétablir un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat. Or, ce patriarcat-là, à travers la tombe qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les fleurs, parce que les fleurs ont remplacé les larmes, c'est-à-dire au XXIe siècle aujourd'hui, on voit effectivement qu'il n'y a plus beaucoup de pleurs sur les tombes. Les gens pleurent plus sur des tombes comme chez les Iséwondo, on pleure en mangeant, etc. Chez les Betty, vous avez ce repas Kondo. Donc, il n'y a plus vraiment des pleurs. Alors, donc, ça veut dire que quand le repas, c'est un moyen de transmission à la femme, de gérer la gestion un peu de la famille. Donc, la femme revient en force grâce à ce que j'appelle aujourd'hui l'import-export, c'est-à-dire que c'est développer mieux, parce que là, on peut se perdre un peu. Oui, alors, donc, par exemple, la fleur. La fleur, ça représente quoi? Tout ce qui est tendre, tout ce qui est, comment dire ça, attachant, tout ce qui est affectif. Parce que c'est ça les larmes. Vous avez le social et l'affectif. Et là, on retrouve un peu l'affectivité, qui est vraiment attribuée aux femmes. Et là, il y a un retour grâce à la fleur, puisqu'il n'y a plus de larmes. Et la fleur représente un peu ce retour au matriarcat, effectivement, que nous avons perdu au temps de la colonisation. Mais là, on est dans le matriarcat. Peut-être qu'il faut rassurer que jusqu'à présent, et peut-être même avant, l'arbre généalogique était toujours tracé à partir d'une femme. Bien entendu, tout était tracé, puisque on vivait dans l'ordre matriarcal. Et donc, avec la colonisation, ça a pratiquement disparu. Et l'exemple que je donne, à travers les noms, parce qu'il y avait toujours le nom de la femme. Et chez nous, dans la région du Sud, par exemple, on savait de qui vous venez, quoi. On ne distinguait pas le père à l'époque, c'était la femme. On disait, voilà la fille. C'est l'enfant de telle. Voilà, l'enfant de Mbanda, l'enfant de telle femme, etc. C'est comme ça. Est-ce que vous-même, à votre niveau, en écrivant ce livre, vous avez eu à pleurer? Alors, disons que, oui, vous savez, c'est quelque chose de très humain, à moins que Roland Barthes disait qu'il ne fallait pas toujours des larmes de commande, c'est le grand sociologue. Il dit, attention, une larme qu'on colle au visage, il faut qu'elle soit sincère et vraie. Et c'est ça, alors c'est vrai que j'ai eu quelques émotions, là, effectivement, en achevant le livre, parce que j'ai parlé... j'ai essayé de faire le tour un peu de toutes les larmes en Afrique, même ailleurs, pour comprendre un peu cette souffrance un peu de la diaspora. Effectivement, ça a remis en cause vraiment, le lourd fardeau que porte l'Africain par ses transports, par ses déconstructions de son moi. Et c'était pourquoi il fallait effectivement que ce livre soit un livre un peu de la plainte, du procès même, parce que les larmes, ça explique le procès. On ne peut pas avoir des larmes. Moi, j'entendais Macron l'autre jour reconnaître tout ce qui s'est passé dans les années 40 jusqu'à nos jours, mais on ne peut pas reconnaître sans qu'il y ait ce procès des larmes. Il faut un procès des larmes. Sinon, vous avez de l'impunité, c'est-à-dire que finalement, tous ces gens-là qui ont tué les nombreux Camerounais, comment expliquer qu'on reconnaît le crime, mais on ne reconnaît pas le procès que ces larmes vont produire. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de reconnaître qu'effectivement la France a été impliquée au moment des luttes indépendantistes à travers, je vais dire, l'assassinat de plusieurs leaders. Il faut également savoir qu'il y a des compensations peut-être à mener
à apporter. Une reconnaissance, c'est la première étape. Mais c'est la première étape, bien entendu, mais il faut d'autres étapes. Et c'est là, effectivement, les larmes sont importantes, parce que les larmes, c'est le début du procès. Hein. C'est un grand philosophe qui disait que quand vous pleurez, parce que vous avez, ça raconte une philosophie de la vie, une attitude. Alors, cette attitude-là, maintenant, il faut en prendre le chemin. Parce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, dans le sud, du côté du Colorado, où effectivement la plupart des Indiens ont été complètement massacrés au temps de ce que les Américains appellent le Founding Fathers. Alors, aujourd'hui, il y a une piste des larmes. Oui. Ouais. Et cette piste reprend un peu les noms, effectivement, de tous les grands chefs, Sioux, toutes les tribus indiennes qui ont péri lors de ces périples. On reprend un peu ces noms. Et c'est ça le procès des larmes, c'est-à-dire restituer à ceux, effectivement, qui ont perdu un frère, un chef, etc. Oui. Reconstitué par le nom. Oui. C'est ça la piste des larmes aussi. Il y a beaucoup à dire sur les larmes, visiblement. Et le livre est sorti. Oui. Il y aura une grande rencontre. Oui, dédicace. Les programmes ne sont pas encore, je vais dire que les dates ne sont pas encore connues. Oui, tout à fait. Mais c'est en perspective. Oui. Vous avez fait savoir quand même qu'il fallait également faire profiter de cette réflexion. Au Camerounais, peut-être à l'extérieur du pays, il y a tout un programme qui va arriver progressivement, on va donner aux auditeurs. Disons, il y a des gens de l'Est, du Burkina-Faso, Mali, qui ont essayé de me joindre là pour que je vienne donner des conférences. On peut s'y faire, parce que, comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose de très nouveau en Afrique. Parce que les gens n'ont jamais, à partir des pleurs, expliqué leur civilisation. Or, les pleurs représentent un peu la douleur. Et cette douleur, comment ne pas l'expliquer? On ne peut pas seulement l'expliquer par le corps. Il faut aussi expliquer par des choses, ce qu'on appelle le liquide. On a vu, parce que souvent on a des choses qui passent complètement inaperçues, mais il faut souvent comprendre. Par exemple, je parle un peu de la Vierge Marie, ces pleurs dans une statue. En Simalène. Il faut expliquer un peu pourquoi ce ne sont pas des vrais pleurs, que c'est une catégorie de pleurs qui n'a rien à voir avec la souffrance, qui a plutôt à voir avec la religiosité chrétienne. Tout est expliqué dans le livre. Tout est expliqué dans le livre. Alors, je vais terminer par là. Plusieurs années après l'indépendance, est-ce qu'il y a lieu de pleurer au Cameroun, ou du moins pleurer de joie ou de tristesse? Les choses avancent beaucoup. On aurait pu aller un peu plus vite. Bon, disons que vous avez des catégories de pleurs. Hein. Aujourd'hui, vous avez les larmes de crocodile, comme on dit. Vous avez les larmes de chien. Vous avez, une catégorie. Parce que le chien a également des larmes. Oui. En réalité, c'est quoi? Les larmes de chien sont beaucoup plus des larmes de prédiction. Et là où on en est là, c'est-à-dire quand c'est une vieille tradition très villageoise et très paysanne. Encore aujourd'hui, c'est la survivance un peu de nos traditions. Vous savez, quand vous lavez le chien avec de l'eau. Le chien, s'il aboie, il peut prévoir l'avenir. D'accord. Oui, vous avez aussi, par exemple, quand il y a eu le fameux tsunami, là, les éléphants ont commencé à pleurer. Donc, il y a eu un bruit sonore. Alors, donc, quand on lit un peu ce livre, c'est de voir un peu les larmes de demain. Alors là, il faut interroger effectivement tous ces animaux-là, qui sont des animaux de compagnie, qui peuvent aujourd'hui nous présenter un peu l'avenir qui nous attend. Mais en tout cas, merci Hervé Akam d'être passé. On aura certainement d'autres rencontres. La défaite des larmes, c'est votre tout dernier livre. Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a eu beaucoup avant. Il faut le rappeler. En tout cas, félicitations pour la suite. Merci.